Bienvenue dans News Inter, votre panorama complet de ce qui se passe à l'international. À l'actualité, 3 titres au Brésil lors de la COP30. Les experts tirent la sonnette d'alarme face à l'aggravation du réchauffement climatique. Messieurs, mesdames, vous aurez les détails dans ce journal. Et puis face au boycott américain, l'Afrique du Sud défend la légitimité du G20. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'aucun représentant officiel des États-Unis n'y prendrait part au sommet du G20. Vous aurez également les détails dans ce journal. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko affichent désormais au grand jour leur divergence au sujet de la coalition Diomaye-président. Encore une fois, bienvenue dans cette édition. Débutons par cette actualité, la COP30 des réductions d'émissions trop lentes pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius au Brésil. Lors de la COP30, les experts tirent la sonnette d'alarme face à l'aggravation du réchauffement climatique. Selon eux, pour maintenir la hausse des températures sous le seuil critique de 1,5 degrés Celsius, l'humanité devrait consentir à des efforts soutenus et drastiques durant plusieurs décennies. À défaut, le monde s'expose à franchir un seul sujet dangereux pour l'équilibre de la planète. À la COP30 à Belém au Brésil, les experts du climat ont dressé un constat alarmant. Les émissions de gaz à effet de serre continuent de croître. Les efforts déployés pour limiter le réchauffement planétaire demeurent insuffisants. La hausse des températures stagne depuis 4 ans, faute d'action suffisante des États. Nous restons sur une trajectoire d'environ 2,6 degrés de réchauffement, ce qui risquerait littéralement de cuire la planète. Depuis 2015, la température moyenne de la planète a déjà augmenté de près de 0,5 degrés. Depuis la signature de l'accord de Paris, chaque année a été plus chaude que la précédente, un signal inquiétant de l'accélération du réchauffement climatique. Même si nos estimations de réchauffement global n'ont pas changé, de nombreux changements sous-jacents ont eu lieu, certains positifs, d'autres négatifs. Globalement, les tendances négatives dominent, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. L'an passé, elles ont été supérieures à celles de l'année précédente. Et les projections indiquent qu'elles le seront encore davantage cette année. En d'autres termes, les émissions récentes sont en hausse constante. Les experts ont également rappelé que le retrait des États-Unis de l'accord de Paris a freiné les efforts mondiaux pour réduire les émissions, ralentissant la dynamique collective nécessaire pour limiter le réchauffement. Et puis des membres du Conseil national des populations extractives du Brésil, une organisation représentant de communautés autochtones d'Amazonie, prennent part à la grande marche des peuples de la forêt pour demander une plus grande protection pour leur habitat, leurs droits fonciers en marge de la COP30 qui se tient à Belém au Brésil. Ils l'ont appelée la Grande Marche des forêts. En marge de la COP30, dans les rues de Belém, ces manifestants portent sur la tête des lampes de mineurs, en symbole de l'exploitation qui menace leurs terres. Nous voulons avoir notre mot à dire, pouvoir prendre des décisions pour changer la société, pour une société plus juste et plus égalitaire. À l'intérieur de la COP30, près d'1 millier de représentants autochtones participent aux négociations. Ils réclament la fin de la déforestation, de l'exploitation des énergies fossiles et la protection de la biodiversité sur leurs terres. Nous, les peuples autochtones, avons un grand défi à relever. Nous représentons 5% de la population mondiale et nous avons le devoir de protéger 80% de la biodiversité de la planète, ce qui n'est pas une mince affaire. La solution est de préserver la vie et de garantir la sécurité de ceux qui vivent dans la forêt. Les communautés autochtones sont en première ligne du changement climatique. C'est l'une des raisons pour lesquelles la COP se tient dans la forêt amazonienne. À une semaine de la fin des négociations, les tensions sont fortes. Ils entrent dans la COP30. Ils vont essayer de passer la sécurité. Mardi, des manifestants se sont introduits de force dans les locaux de la COP. Certains chefs autochtones ont revendiqué cette action comme un moyen de faire entendre leur désespoir. L'ONU et l'UA œuvrent à mettre fin à la guerre sur le continent. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné que le recensement de l'alliance stratégique entre l'Organisation des Nations Unies et entre l'Union africaine a permis l'élaboration d'un cadre conjoint sur la paix et la sécurité. Ces dispositifs renforcent évidemment leur coopération à toutes les étapes des crises, depuis l'identification précoce des signes de conflit jusqu'aux efforts de stabilisation et de reconstruction post-conflit
conflit. Selon les deux organisations, cette synergie renouvelée vise un objectif central, accélérer la fin de guerre sur le continent africain et soutenir durablement les dynamiques de paix. Les Nations Unies affirment travailler en étroite collaboration avec la Commission de l'Union africaine pour éradiquer la violence et les conflits armés du continent africain. Les deux organisations tentent d'aligner leurs agendas de développement afin de mettre fin à la guerre sur le continent et d'assurer une meilleure représentation à l'ONU. Disons que 2030 n'est peut-être pas une date réaliste pour mettre fin à la violence sur le continent. Mais la violence continuera de toute façon parce que nous pensons que nous devons traiter les raisons structurelles de la violence et des conflits sur notre continent. Et cela prendra certainement du temps. C'est pourquoi nous avons ce que nous appelons l'agenda 2063. Le slogan de l'agenda 2063 est donc l'Afrique que nous voulons pacifique, prospère et intégrée. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que l'alliance stratégique étroite entre l'ONU et l'UA a conduit à un cadre conjoint sur la paix et la sécurité. L'Afrique abrite trop de conflits et trop de souffrances. Au Soudan, je suis gravement préoccupé par les récentes informations faisant état d'atrocités de masse et de violations flagrantes des droits de l'homme à El Fasher, ainsi que par l'aggravation de la violence dans les Kordofans. Le flux d'armes et de combattants provenant de parties extérieures doit être interrompu. L'aide humanitaire doit pouvoir atteindre rapidement les civils dans le besoin. Les hostilités doivent cesser et j'appelle les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide à dialoguer avec mon envoyé personnel pour le Soudan, Ramatan Lamamra, et à prendre rapidement des mesures tangibles en vue d'un règlement négocié. Antonio Guterres a également ajouté que le pacte entre l'ONU et l'UA prévoyait des sièges permanents pour l'Afrique au Conseil de sécurité, corrigeant, selon ses dires, une injustice intolérable à laquelle est confronté le continent africain. Cap au Sénégal où le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko affichent désormais au grand jour leur divergence au sujet de la direction de la coalition Diomaye président. Diomaye président, évidemment, ces désaccords longtemps restés en arrière-plan s'est transformé en véritable bras de fer politique, chacun revendiquant la légitimité pour orienter la ligne du mouvement. Les querelles désormais publiques alimentent les spéculations sur la solidité de l'alliance qui avait porté la coalition au pouvoir et suscitent des interrogations et des répercussions sur la gouvernance et l'équilibre politique du pays. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé une série de réformes majeures dans le secteur minier pour renforcer la transparence, la bonne gouvernance et la souveraineté économique. Parmi ces mesures phares, il prévoit la création d'un comptoir national de commercialisation de l'or afin que le pays contrôle sa production aurifère et profite pleinement de ses richesses. Il a également demandé l'adoption d'un nouveau code minier avant fin 2025 et la restructuration des sociétés publiques du secteur, notamment la Somisen et la Miferso. Le président a lancé le pôle industriel minier de Matam, un projet stratégique visant à transformer localement les phosphates de Dendori et à valoriser les ressources naturelles du Sénégal. Ces mesures s'inscrivent dans une volonté de maîtriser la chaîne de valeur minière, d'assurer la traçabilité et de renforcer l'économie nationale. Cameroun, 16 morts et plus de 800 arrestations dans les violences post-électorales. La crise post-électorale qui secoue le Cameroun depuis l'élection présidentielle du 12 octobre dernier a déjà fait 16 morts et entraîné plus de 800 arrestations. Ces chiffres ont été rendus publics mercredi, évidemment, par le ministre de l'administration territoriale qui évoque une situation préoccupante marquée par des affrontements entre manifestants et forces de sécurité. Les autorités affirment vouloir rétablir l'ordre, tandis que l'opposition continue de contester les résultats du scrutin, accusant le gouvernement de répressions excessives. Cette montée de tension ravive les inquiétudes sur la stabilité politique du pays et sur l'issue du processus électoral toujours disputé. La crise post-électorale qui a secoué le Cameroun après l'élection présidentielle du 12 octobre a fait 16 morts et conduit à l'arrestation de plus de 800 personnes, selon les chiffres officiels communiqués par le ministre de l'administration territoriale mercredi. Pourtant, le 6 novembre, le ministre de la Communication avait évoqué plusieurs dizaines de morts dans les manifestations promettant l'ouverture d'enquêtes.
L'opposant Issa Chiroma Bakari, qui revendique la victoire, avance pour sa part un bilan de 55 morts, tandis que plusieurs ONG estiment à une quarantaine le nombre de victimes. Selon Human Rights Watch, des meurtres et des arrestations de masse ont suivi le scrutin. L'ONG affirme que la police et la gendarmerie ont fait usage d'une force létale contre les manifestants, procédant à de nombreuses interpellations. Dans son rapport, l'ONG appelle les autorités à mettre fin aux abus commis par les forces de sécurité, à ouvrir des enquêtes indépendantes et à traduire les responsables en justice. En santé, l'Afrique en proie à la pire épidémie de choléra depuis 25 ans. Depuis le début de l'année 2025, au moins 300 000 cas de choléra ont été recensés en Afrique et près de 7 000 personnes ont perdu la vie selon les autorités sanitaires. Cette flambée évidemment la plus grave depuis un quart de siècle, met les systèmes de santé du continent sous une pression extrême et souligne l'urgence d'un renforcement des infrastructures sanitaires et de l'accès à l'eau potable. L'Afrique fait face à la pire épidémie de choléra depuis 25 ans. L'alarme a été sonnée jeudi par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. La pathologie a déjà coûté la vie à 7000 personnes, alors qu'au moins 300 000 cas ont été enregistrés sur le continent depuis le début de l'année, en hausse de 30% par rapport à 2024. La recrudescence de la maladie est due aux défaillances des infrastructures hydriques, selon le CDC Afrique. L'Angola et le Burundi sont les pays les plus touchés, alors que la situation s'améliore au Soudan du Sud et en Somalie. Même son de cloche en République démocratique du Congo, le nombre total de cas dans ce pays est en baisse. Mais les conflits en cours dans certaines parties du continent pourraient déclencher de nouveaux foyers. La maladie se propageant rapidement dans les camps surpeuplés et insalubres, le choléra est une maladie diarrhéique grave et potentiellement mortelle. Face au boycott américain, l'Afrique du Sud défend la légitimité du G20. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'aucun représentant officiel des États-Unis ne prendrait part au sommet du G20 prévu le 22 et le 23 novembre à Johannesburg. Ces décisions inhabituelles pour un rendez-vous de cette envergure a suscité des vives critiques au sein du gouvernement sud-africain qui voit dans ce retrait un signal diplomatique négatif à l'égard des efforts multilatéraux menés sur le continent. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a réagi avec fermeté à la décision du président américain Donald Trump de boycotter le sommet du G20 prévu les 22 et 23 novembre à Johannesburg. Tout ce que je peux dire, d'après mon expérience en politique, c'est que les boycotts n'aboutissent jamais véritablement. Leurs effets sont souvent ambigus, voire contre-productifs. Le fait que les États-Unis choisissent de ne pas participer au G20 ne signifie pas que celui-ci cessera d'exister. Le G20 poursuivra ses travaux, tous les autres chefs d'État seront présents. En définitive, nous prendrons des décisions fondamentales et leur absence ne sera qu'une perte pour eux-mêmes. Trump justifie son absence par des allégations contestées selon lesquelles la minorité blanche d'Afrique du Sud serait victime de violences et de spoliation foncière. Je pense qu'il est très triste qu'il ne soit pas là, que cette décision repose sur des informations inexactes concernant l'Afrique du Sud. Il aurait fallu que les dirigeants américains viennent constater par eux-mêmes la réalité de la situation sur le terrain et qu'ils comprennent que les informations qui leur parviennent à Washington ne reflètent pas fidèlement ce qui se passe ici en Afrique du Sud. Donald Trump accuse l'Afrique du Sud de persécuter ses minorités blanches, allant jusqu'à dénoncer un prétendu génocide en cours dans le pays. Le président américain Donald Trump sait parfaitement ce qu'il fait. Les États-Unis disposent des meilleurs services de renseignement au monde. Il sait pertinemment qu'il n'existe aucun génocide en Afrique du Sud. Il est également conscient qu'une infime minorité s'emploie à diffuser des mensonges à notre sujet, provoquant ainsi une panique injustifiée tant à l'intérieur du pays que sur les marchés internationaux. Une telle agitation ne sert nullement les intérêts des Sud-Africains, en particulier ceux qui participent à la vie économique, notamment dans le secteur agricole. L'Afrique du Sud est le premier pays africain à accueillir le G20 sous le thème Solidarité, Égalité, Durabilité, mettant l'accent sur l'allègement de la dette des pays en développement, le financement de l'adaptation au changement climatique et la promotion d'une croissance inclusive.
Dangote promet d'investir plus d'1 milliard de dollars au Zimbabwe. Le groupe dirigé par l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, entend renforcer sa présence sur le continent en annonçant un nouvel investissement de plus d'1 milliard de dollars au Zimbabwe. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie d'expansion du conglomérat, évidemment, Nigeria, déjà actif dans plusieurs secteurs clés, notamment le CIMA, l'énergie et l'agro-industrie selon l'entreprise. Ces investissements devraient soutenir la croissance industrielle du pays et ouvrir la voie à des nouveaux partenariats économiques, confirmant la volonté du groupe Dangote de se positionner comme un acteur majeur du développement africain. Sur le tarmac de l'aéroport d'Harare au Zimbabwe, l'avion d'Aliko Dangote, le richissime homme d'affaires nigérian, veut implanter sa marque dans le pays d'Afrique australe. Le sujet a été au menu des échanges mercredi entre le milliardaire et le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Un protocole d'accord a été signé à l'issue de la rencontre. Dans les tuyaux se trouve notamment la construction d'un pipeline de 2000 km qui doit relier la ville portuaire namibienne de Wallis Bay à Bulawayo au Zimbabwe, en passant par le Botswana. Notre raffinerie au Nigeria est la plus grande du monde, avec une voie unique. Nous voulons l'amener à Wallis Bay et l'acheminer par pipeline jusqu'ici. Nous envisageons d'autres investissements. Dangote Group entend en effet investir dans le ciment avec une usine pouvant produire jusqu'à 1,5 million de tonnes par an. Autre secteur ciblé, la fabrication des engrais, l'énergie et les infrastructures. L'homme d'affaires nigérian promet d'investir jusqu'à 1 milliard de dollars au Zimbabwe. L'investissement global se chiffre en centaines de millions de dollars, peut-être même plus d'1 milliard. Nous annoncerons les sommes progressivement, mais nous dépasserons le milliard en raison du pipeline. C'est un retour au Zimbabwe après l'échec de son installation en 2015 sous le président Robert Mugabe. Entre écueils bureaucratiques et autres différends, Dangote Group poursuit de facto son expansion sur le continent. C'est la fin de CNews Inter. Merci de nous avoir suivis.